Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va revenir sur une ramification de l'affaire Epstein. Vous avez sans doute vu depuis quelques jours, certains sont en train de vous vendre. Alors, c'est pas faux, mais c'est présenté d'une certaine manière où tu te dis, mais finalement, ce qu'on nous aurait suggéré était faux. Je veux parler du fait que vous avez un univers qui est très complexe, qui a ses codes, qui a ses règles, qui a ses ambiguïtés, qui a ses antagonistes. Je veux parler du renseignement. Vous savez, c'est tout ce qui est espionnage, contre-espionnage, dans beaucoup de domaines, alors, parfois dans le domaine de l'industriel, comme aussi dans le domaine de la politique, de la géopolitique militaire, terrorisme, activisme, sécessionnisme, etc., etc., etc. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous avez certainement vu qu'on est en train de vous dire que oui, alors finalement Epstein si vous préférez, ne serait-il pas en fait un agent russe ? Alors, cette petite virgule qu'on sent, qu'on entend, c'est les Russes. Bon, elle n'est pas anodine. Mais certains essayent de réorienter le regard, l'attention, l'opinion vers le fait que, en effet, ce serait peut-être les Russes qui seraient derrière Epstein pour écarter le regard sur le fait que Epstein, par le biais de certaines relations qui elles-mêmes n'étaient pas totalement étrangères aux services concernés, c'est-à-dire que je veux parler évidemment du Mossad. Alors on va être très clair. Est-ce que les Russes ont eu recours ou ont utilisé les services de Epstein ? Certainement. Est-ce que des services américains, la CIA par exemple, ont pu avoir recours aux services de Epstein ? Certainement. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'état profond, il a besoin de levier sur ses acteurs, c'est-à-dire les gens dont il se servent, les gens comme des présidents, comme des sénateurs, comme des représentants, comme des gouverneurs, en ce qui concerne les États-Unis. Il faut des moyens de pression. À partir du moment où vous avez des moyens de pression, ces gens-là, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est vrai partout. C'est vrai partout dans le sens où personne n'est innocent dans le domaine du renseignement. Et je dirais même qu'il y a parfois des collaborations entre antagonismes. Il y a des collaborations entre les services de renseignement saoudiens et israéliens. Il y a eu, malgré ce que les politiciens disaient ou jugeaient du régime d'Assad, une très grande collaboration entre la DGSE et les services de renseignement syriens. Pourquoi ? Parce que les Syriens avaient une certaine réputation à obtenir des informations non négligeables, surtout en ce qui concerne le terrorisme au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que le régime syrien était un régime laïque. Et donc on avait déjà la garantie que ce n'était pas un régime qui défendait des positions ou des politiques islamiques.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous travaillons en France, dans certains domaines, à collaborer et échanger des informations, que ce soit aussi bien avec le FSB russe que le SBF, ou le SB, je ne sais plus le nom du service de renseignement ukrainien, alors que ces deux pays sont actuellement en guerre. C'est-à-dire que, en fait, le renseignement a cette fonction de passer outre parfois les situations géopolitiques. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les Russes sont nos ennemis, mais en réalité, le sont-ils réellement ? N'avons-nous pas des points communs à lutter contre, par exemple, les réseaux criminels, les réseaux de la drogue, les réseaux terroristes ? Donc c'est pour ça que l'univers du renseignement est un univers vraiment à part, qui, même s'il est censé être aux ordres d'un État, il essaye néanmoins de préserver une certaine neutralité, une certaine autonomie, une certaine abstraction des conflits d'intérêts géopolitiques, pour essayer de collecter, pour essayer d'obtenir un maximum d'informations dans lesquels on peut éventuellement trouver des éléments non négligeables sur des interventionnismes, sur des risques potentiels, que ce soit un risque extérieur comme aussi un risque intérieur. Alors si en plus en cela vous y rentrez dedans des partenaires privés, mais les partenaires privés, eux, c'est pareil. Ils ne sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour faire de l'argent. Donc quand on vous dit que Capgemini a travaillé pour les ICE par l'intermédiaire de Palantir, non, c'est pas surprenant. C'est logique. Business is business. Alors là, aujourd'hui, en effet, Palantir a décidé de se séparer de sa section incriminée, etc., parce que derrière, oui, c'est quand même des sociétés qui sont actionnées en bourse, donc ça peut avoir de mauvaises répercussions. Mais le cas de Capgemini n'est pas le seul. Vous avez d'autres compagnies, d'autres sociétés qui parfois, s'impliquent dans des domaines où pourtant, on se dit, mais normalement, la France a pris position contre ceci ou cela. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à travailler avec ces gens-là ? Mais parce que ces gens-là, malgré ce qu'on peut dire, ont des capacités pour obtenir des sources d'informations. Alors que Epstein soit utilisé pour obtenir des informations sur des tierces personnes, mais bien sûr, ce n'est pas étonnant. Le contraire aurait été étonnant, c'est-à-dire le fait d'entendre « mais non, le FSB n'a jamais eu affaire avec Epstein ». Mon œil. Alors ce qui est génial, c'est que aujourd'hui en Europe, il y a ce sentiment anti-américain, etc. Mais excusez-moi, mais dans ce cas-là, il ne faut pas travailler avec Palantir. Dans ce cas-là, il faut attaquer les États-Unis pour avoir fait des écoutes sur nos présidents. Vous vous souvenez de cette affaire sous Hollande avec la NSA, Edward Snowden. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié aujourd'hui ces histoires. C'est bizarre. Quand est-ce qu'on va réclamer des comptes aux États-Unis d'avoir espionné nos présidents ? Tout simplement parce qu'on a vite fait de foutre le sujet sous le tapis, parce que ils ont continué. Tout le monde s'espionne. Tout le monde se rencontre dans des colloques, dans des réunions exceptionnelles, dans des meetings pour s'échanger, pour créer des coopérations, etc. Mais derrière, on continue à s'espionner. Et ce
qui est totalement logique, dans le sens où si un service de renseignement donne des renseignements à un autre service de renseignement, le service de renseignement ne va pas prendre comme argent comptant les renseignements qu'on leur a donnés. Ils vont vouloir les vérifier. Ils vont vouloir vérifier si les renseignements que l'autre service de renseignement leur a filés sont vrais. Que c'est pas de l'esbouffe. Donc pour ça, il faut aller fouiner. Il faut aller fouiller. Il faut aller chercher là où il y a de la donnée, là où il y a de l'information, pour essayer de comprendre si oui ou non les informations qui nous ont été données sont crédibles ou pas. Enfin, je sais pas ce que je vous dis là, est-ce que ça vous paraît logique ou pas? Hein? Non? Je sais pas, hein? Donc faites très attention aujourd'hui à ces discours bien pensants qui essaient de vous orienter en disant regardez, Epstein, c'est les Russes. Oui, mais pas que. Aujourd'hui, il est une notoriété publique que Epstein agissait pour le compte du Mossad. Point. Et entre autres, avait d'autres centres d'intérêt, y compris avec l'État profond américain, qui, par l'intermédiaire d'Epstein, réussissait à posséder des leviers, des informations sur des personnalités américaines, du milieu politique, du milieu industriel, du milieu financier. Sauf qu'évidemment, la publication des dossiers Epstein, je vous l'ai dit et je le redis, à qui profite le crime? Est-ce que ces révélations, est-ce que ces publications, est-ce que ces déclassifications ne rentrent pas comme un élément parmi d'autres éléments qui consistent tout simplement à changer le casting? C'est-à-dire tous ceux à qui on avait confié plus ou moins des missions qu'on présentait comme salutaires, humanitaires, solidaires, d'influence, etc. Eh bien aujourd'hui, les dossiers Epstein ne servent-ils pas à justement faire pression sur des individus, sur des groupes, sur des sociétés, sur des compagnies, sur des États, pour dire attention, voilà, on a décidé d'accélérer le mouvement, on a décidé de changer le casting, donc maintenant, on vous donne une, comment on appelle ça, une feuille de route. On ne vous oblige pas. Mais ça serait bien quand même que vous respectiez ce qu'on vous donne dans cette feuille de route. Donc oui, peut-être qu'il y a des têtes qui vont tomber. Peut-être qu'il va y avoir des changements de ligne, des changements d'orientation, des changements de politique. Mais dans tout ça, est-ce que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle va changer ou est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'au contraire, on va accélérer, on va profiter de la situation pour mettre en place la soumission, dont d'ailleurs, on ne va pas se mentir, cet élan d'interdiction des moins de 15 ans pour les réseaux sociaux, cette attaque contre X, cette censure, qui, je rappelle, à l'époque, ce qu'on appelait les Twitter Files ont révélé que la plupart des demandes de censure ou de fermeture de compte émanaient essentiellement d'Europe, énormément de France. C'est factuel. Aujourd'hui, on a des éléments, on voit une concentration de demandes de censure sur X, enfin ex-Twitter à l'époque, lors de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Faut pas se leurrer. Donc, comprenez bien la logique des réseaux et des systèmes de renseignement pour comprendre que certains discours que vous allez lire, entendre, voir sont purement démagogiques. Et qu'encore une fois de plus, on essaie de manipuler l'opinion pour lui montrer une voie plutôt qu'il regarde vers qui sont véritablement à la manœuvre. Sur ce, n'hésitez pas, commentaire, donnez votre opinion, votre sentiment, faites tourner les algorithmes, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.